C'est un masque très rare car c'était un masque puissant qui rendait la justice. Un souvenir du Gabon offert par le grand-père de l'ancien propriétaire, un octogénaire qui ne se doutait pas de sa valeur. Ce masque africain, mes clients ont souhaité le vendre, s'en débarrasser. Et c'est à ce moment-là que, par l'intermédiaire de leur jardinier, ils sont rentrés en contact avec une personne qui est brocanteur. Le brocanteur contacte par la suite ma cliente, mon client, pour leur dire est-ce que vous avez des documents, des justificatifs pour m'avérer que c'est vraiment un masque africain, que c'est pas une copie, une contrefaçon. Un an plus tard, le masque est mis à prix aux enchères de Montpellier à 300 000 €, adjugé 4,2 millions d'euros. Seul recours pour l'avocat des propriétaires lésés, faire annuler la vente pour vice du consentement. On avait su que ce masque n'était pas anodin. Bien évidemment, jamais la vente ne se serait déroulée à des conditions de la sorte, à 150 €. L'avocat demande 3,1 millions d'euros de dommages et intérêts. Vous n'avez pas mal entendu. Un masque africain cédé d'abord à un antiquaire pour la somme de 150 € a été vendu aux enchères pour la somme de 4,2 millions d'euros. Et cette affaire va encore plus loin. D'après un article de France Info sur la question, il s'agissait d'un rarissime masque du 19e siècle, apanage d'une société secrète du peuple Fang au Gabon. Et toujours selon ce même article, dans la salle, lors de la vente aux enchères, il y avait des Gabonais qui réclamaient que cet objet soit rendu à leur pays, mais il a tout de même été vendu. Quand on tombe sur ce genre de nouvelles, on ne peut que se souvenir que la restitution de nos artefacts dérobés par les colons est un combat qu'on ne doit pas cesser de mener. Comment est-ce qu'un masque utilisé par une société secrète africaine arrive à se retrouver mis aux enchères en Occident jusqu'à être acheté, peu importe la somme? Un certain Paul-Henri Ngonjoum Bonenze nous explique à propos de ce masque que cela se pratique toujours, bien que cela a été interdit depuis la colonisation autour de 1910. Mais on pratique toujours la cérémonie du Ngil de manière secrète au Gabon. Quel est le but de ce masque? Concrètement, lorsqu'il y avait des crimes ou des péchés commis par des habitants d'un village ou d'une ville, celui qui œuvrait pour rétablir l'ordre, la justice et la vérité, c'était le magistrat Ngil qui avait une identité secrète. Personne ne savait qui il était. Mais lorsque le masque sortait, il fallait savoir que c'était un moment où la justice allait opérer, où il y aurait des sanctions. Et le Ngil ne se trompait jamais. Dans cette histoire, on a donc un brocanteur et des retraités qui se disputent l'argent de la vente d'un objet qui ne leur appartient pas et que les propriétaires réclament. Et il y a plein d'objets très importants dans notre spiritualité qui sont dans le même cas. L'actuel roi des Bamoun, par exemple, était en visite en Allemagne et il s'est retrouvé face au trône de son ancêtre qui a été volé par les Allemands. 115 ans après l'acheminement du trône royal Bamoun en Allemagne, le sultan Nabil Mbombo Njoya est assis sur le tabouret de son arrière-grand-père, Ibrahim Njoya. Vous êtes assis sur votre trône. Le Rumfo, trône royal conçu pour asseoir le pouvoir du sultan Bamoun, est l'un des patrimoines les plus prestigieux du règne d'Ibrahim Njoya, qui a réorganisé son royaume entre 1889 et 1933. Tout un symbole pour l'arrière-petit-fils de retrouver ce tabouret, mais qui restera hanté allemande jusqu'à finalisation d'éventuelles procédures de rapatriement. Le trône d'un roi, carrément, exposé comme ça dans un musée. Ça, ce sont des scènes qu'on ne doit plus vivre. Et pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi on accorde autant d'importance à la restitution de ces objets, voici pour vous quelques raisons. Tout d'abord, ces objets ont été volés, pillés, arrachés, etc., etc. Donc, réclamer leur restitution n'est que pure justice. Leur restitution serait un acte de justice envers les anciennes colonies, car ces objets, comme je l'ai dit, ont été acquis de manière violente ou illégitime pendant la colonisation. Et ça constituerait ainsi une réparation historique. Aussi, la restitution préserve l'identité culturelle profonde de ces communautés, renforçant ainsi leur lien avec leur histoire et leur culture. Elle offre également aux chercheurs et aux historiens locaux un accès direct à leur patrimoine culturel, favorisant ainsi la recherche et l'éducation pour une meilleure compréhension des traditions et de l'histoire. Les objets restitués peuvent stimuler le développement culturel dans les pays d'origine, étant utilisés dans des musées locaux, des expositions et d'autres initiatives artistiques, contribuant ainsi à l'économie culturelle et au tourisme.
Ici par contre, je suis obligé de préciser que même si je parle de musées et d'expositions, la majorité de ces artefacts ne sont pas des objets d'art et n'ont pas vocation à être exposés. Parenthèse fermée. Otep la famille, j'espère que vous allez bien. Voici quelques actualités de l'Afrique et de sa diaspora. Le général Brice Oligui Nguema effectue une visite d'un jour au Congo dimanche. Son avion a atterri en fin de matinée à l'aéroport d'Olombo dans le centre du pays près d'Oyo, où se sont ensuite tenues une rencontre en tête-à-tête et un déjeuner entre le président de la transition gabonaise et son homologue Denis Sassou Nguesso. Le président de la transition du Gabon, le général Brice Oligui Nguema, s'est rendu au Congo voisin pour y rencontrer le président Denis Sassou Nguesso. Il s'agit là de son deuxième déplacement à l'extérieur du pays depuis son accession au pouvoir. Le premier s'étant effectué en Guinée équatoriale où la CEEAC avait ordonné le déplacement de son siège suite au coup d'État. Le but de cette rencontre avec le président congolais est de favoriser les échanges sur la collaboration bilatérale et la situation qui touche le Gabon, mais aussi de convaincre le pays d'introduire un plaidoyer dans le cadre de ce qui s'est passé à la CEEAC pour ramener les gens à de meilleurs sentiments. Donc le sens de ma visite ici répond également à ce que j'ai fait en Guinée équatoriale. Nous sommes des peuples bantous et je suis venu ici consulter, discuter, échanger avec le patriarche, son Excellence le président Denis Sassou Nguesso, qui est pour nous un atout important dans la sous-région. Et également, c'est pour apaiser, comme je le dis, pourquoi pas les sanctions. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko est bien déterminé à contester sa radiation des listes électorales. Lundi, ses avocats ont déposé 2 recours devant la Cour suprême du Sénégal et un autre ce mercredi devant le tribunal de Ziguinchor, 2 semaines après avoir saisi la Cour de justice de la CEDEAO pour faire suspendre la dissolution de son parti, le PASTEF. Au Sénégal, Ousmane Sonko, l'opposant actuellement incarcéré, a déposé plusieurs recours juridiques cette semaine. Il conteste sa radiation des listes électorales ainsi que la dissolution de son parti politique. Cette contre-offensive intervient 2 semaines après que ses avocats ont saisi la Cour de justice de la CEDEAO. Par ailleurs, Ousmane Sonko a été condamné en appel à 6 mois de prison avec sursis en mai dernier pour diffamation contre un ministre. Il n'a pas encore épuisé tous ses recours dans cette affaire. Selon son parti, plusieurs centaines de ses militants et sympathisants sont actuellement en prison. Et pour finir, Elon Musk veut déployer Starlink en Afrique via la plateforme Jumia. This is Elon Musk. Le milliardaire américain Elon Musk, PDG de SpaceX, a pris un engagement significatif le 29 septembre 2023. À travers sa société Starlink, il a conclu un partenariat avec la plateforme africaine d'e-commerce Jumia. L'objectif de ce partenariat est de fournir des accès Internet à haut débit par satellite dans 11 pays en Afrique, en se concentrant principalement sur les zones les plus reculées du continent. Le Nigeria est le premier pays à pouvoir disposer du réseau de SpaceX, comme l'a annoncé l'entreprise sur son compte Twitter. Ce projet présente plusieurs avantages pour le développement numérique en Afrique. En priorité, son accès Internet à haut débit par satellite permettra de combler les lacunes de connectivité dans les régions les plus éloignées du continent et même globalement sur le continent. Parce que nous, on habite dans la capitale et Internet, vraiment, c'est pas trop ça. De plus, elle ouvre la voie à l'éducation en ligne, offrant aux écoles et aux universités la possibilité de dispenser des cours à distance, élargissant ainsi l'accès à l'éducation. Sur le plan scientifique, la connectivité Internet renforcée encourage la recherche, l'innovation et la collaboration internationale. Starlink représente donc bien plus qu'une simple technologie Internet. Il est un catalyseur potentiel pour l'éducation, l'économie, la santé, l'agriculture et la recherche en Afrique, favorisant ainsi le développement global du continent. En somme, le père, si tu veux, nous-mêmes, on va cotiser et t'envoyer l'argent pour que Starlink se déploie plus vite sur le continent. Parce que vraiment, on a déjà trop souffert des problèmes d'Internet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Pour les nouveaux sur cette chaîne, on parle de culture africaine, d'actualité, de sciences humaines et on s'édifie sur un ensemble de choses qui nous permettent d'anticiper et d'être prêts à toute éventualité. Je vous encourage donc à vous abonner, à liker cette vidéo et à la partager en statut WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram ou même ailleurs. C'est totalement gratuit et ça fait toujours plaisir.